comment le bébé se comporte. C'est très important sur un plan stable, sur la table allongée, la table d'examen. Et j'explique aux parents, vous savez, quand vous rentrerez à la maison dans quelques jours, n'hésitez pas à faire la même chose, mettez-le sur le ventre régulièrement, pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, plusieurs fois par jour. C'est une bonne position pour lui apprendre à s'autonomiser, justement, parce que en étant sur le ventre, il va avoir un plan dur contre son ventre, il est moins perdu, et on remarque très vite qu'un bébé qui est sur le dos, tout nu ou en couche, et il ne sait pas quoi faire de ses mains, il bascule de la droite et gauche, il est un peu perdu, alors qu'avant, il était dans une position fétale, dans le liquide amniotique, il était bien confortablement installé, et tout d'un coup, il est perdu. Il est un petit peu comme un cosmonaute qui débarque de l'espace et qui n'arrive plus à tenir debout. Eh bien, lui, il est perdu. Et donc, je mets l'enfant sur le ventre, et j'explique aux parents, en étant sur le ventre, il va bouger les jambes, et il va se masser le ventre lui-même sur le ventre. Et c'est une manière de s'autonomiser, et je pourrais donner plein d'autres exemples comme ça, une manière de s'autonomiser parce que, en étant sur le ventre, en bougeant les jambes, il se masse le ventre et ça va lui permettre de comprendre, un, qu'il a un corps, qu'il a des jambes, il va découvrir ça peu à peu, ça met du temps, deux, qu'en bougeant ces choses-là qui pendent là en bas, eh bien, ça lui fait plutôt du bien, ça le masse, ça l'aide à mieux digérer, à avoir moins de coliques, et c'est très utile pour la suite, puisque, comme chacun sait, les coliques chez un nourrisson commencent à apparaître vers l'âge de 3 semaines à 1 mois. Et si on n'a pas commencé à l'habituer à cette position ventrale dès le début, eh bien, ça sera plus difficile après, parce qu'il l'acceptera moins, alors que si on le fait dès le début, il l'accepte bien. Évidemment, quand on fait ces séances pour mettre bébé sur le ventre, pendant 10 minutes, un quart d'heure, plusieurs fois par jour, on le fait toujours sous surveillance. On le met au confort. Un bébé doit avoir une bonne position pour prendre le sein, et les mamans qui allaitent le savent. Celles qui font des crevasses, souvent, une des causes principales de crevasses, c'est un bébé qui n'est pas bien installé face au sein. Il a la tête un peu tournée, pas bien positionné, surtout si à la naissance il y a une ventouse ou un forceps ou autre qui fait qu'il a un petit torticolis. Ça va favoriser des crevasses chez la maman, des coliques et de l'aérophagie chez le bébé, et il pleure. La maman, le papa ne comprennent pas pourquoi, et en fait, il est en train de dire « Tenez compte de ma position, je veux être un peu plus au confort. » Et donc, vous voyez que le bébé a déjà plein de messages à signaler aux parents. Et pour terminer, j'ajouterai que quand je mets le bébé sur le ventre au premier jour pour montrer aux parents ou une fois que je les vois au cabinet, eh bien, ça ne manque pas. La plupart des parents, à un moment donné, prennent un des bras des bébés pour le passer en avant, vous voyez, pour le mettre en avant pour qu'il soit mieux au confort. Et là, à chaque fois, je dis aux parents, mais pourquoi lui passez-vous les bras ? Et là, les parents me répondent toujours, ah ben, il a l'air d'être mieux. Et je leur dis, toute votre vie, ça va être ça. Vous avez le choix entre deux possibilités. Soit vous laissez votre enfant s'autonomiser, et il va apprendre par lui-même à passer les bras. Il va découvrir ses mains, son corps, il va le faire parce qu'il va se rendre compte que c'est plus confortable pour lui de passer les deux bras en avant quand il est sur le ventre et d'avoir une meilleure stabilité. Laissons-lui un petit peu de temps. Mais si vous le faites pour lui, vous allez faire la même chose pour le faire tenir assis, pour le faire marcher, pour le faire monter les escaliers, pour faire du vélo. Vous anticiperez et au fond, ce sera une petite perte de chance pour lui dans sa quête d'autonomie. Voilà. Je pourrais en parler pendant des heures. C'était un petit peu ça. Mais c'est important parce que c'est vrai que c'est important parce que ça illustre que quelque part dans les premières semaines de la vie de l'enfant, on doit déjà avoir une posture d'accompagnement, mais d'accompagnement qui va lui permettre de lui donner les premières clés pour quelque part acquérir une confiance en soi et une confiance aussi entre le parent et l'enfant. C'est exactement ça. C'est l'interaction. Je te fais confiance, tu me fais confiance. On le verra pour d'autres sujets comme la DME ou la diversification alimentaire. On sait que désormais, on commence à diversifier l'alimentation entre 4 et 5 mois. En moyenne, 5 mois, on va dire. La diversification, c'est quoi? On commence par les légumes, les fruits, les œufs cuits assez rapidement, puis après, le mois d'après, vers 5-6 mois, on fera les viandes, les laitages, les poissons, etc. Et désormais, par rapport à il y a une dizaine d'années, on introduit certains aliments beaucoup plus tôt, comme l'arachide, les œufs. Pourquoi? Parce que des tas d'études ont montré qu'il y avait moins d'allergies si on introduisait ces aliments allergisants plus tôt. Je referme la parenthèse. Dans la diversification alimentaire, il y a plusieurs techniques.
Et il y en a une qui, moi, m'intéresse au plus haut point et qu'on commence à aborder beaucoup dans nos congrès de pédiatres, c'est la DME, la diversification menée par l'enfant. Moi, ça fait un certain nombre d'années que je pratique ça et c'est assez formidable. En quoi ça consiste? En fait, quand on diversifie, on commence toujours à 4-5 mois avec la cuillère et on donne des purées ça ne change pas. Mais une fois que le bébé commence à tenir assis, donc c'est le pédiatre et uniquement les pédiatres qui pourra valider la DME et expliquer aux parents. Il faut que l'enfant commence à tenir assis, qu'il ne parte pas en avant, qu'il ne parte pas en arrière. Le principe, c'est à ce moment-là, quand c'est validé par le pédiatre, c'est de ne plus donner à la cuillère, mais d'installer le bébé, le nourrisson, dans une chaise haute, puisqu'il tient assis, pendant le repas de midi ou au goûter. On va manger en même temps que lui, et on va poser devant lui 2 morceaux d'aliments qui ont la taille d'un doigt, la largeur d'un doigt d'adulte ou alors de son poing fermé. Il ne faut pas que ce soit trop petit. Il faut que ça ait une texture mixte. Il ne faut pas que ce soit trop mou ou trop dur. Mais ça, le pédiatre explique et puis j'en parle sur le site Pédiatre Online, donc vous pouvez aller voir, c'est bien décrit. Et le principe, c'est qu'on pose ces 2 objets salés. On commence par du salé, après on peut faire des fruits. Et c'est lui qui va faire. Mais pourquoi j'en parle? Ce n'est pas pour la diversification alimentaire, mais c'est pour le principe en lui-même. L'enfant, à 6 mois, il observe l'adulte, il va recopier. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est quand on a compris ça, alors on va pouvoir lui apprendre tout, absolument tout. Parce que l'enfant, il est curieux par nature et on sait que si on veut lui faire un enseignement A, B, C, D, E, F, ça ne l'intéressera pas. Ce qui l'intéressera, c'est d'abord le P, ensuite le A, puis le Z. Et il va voir où ça lui plaît le plus parce qu'il a déjà des goûts et des préférences. Et en particulier à 6 mois, évidemment. Et donc, on va poser ces 2 objets aliments devant lui et surtout, on ne va rien lui dire. Rien. Autonomisation. Il est installé, il est en confiance, il ne fabrique pas de cortisol puisque papa et maman ou les 2 mamans sont là, enfin tout le monde est là, et il prend l'objet qui est placé devant lui. À 6 mois, il prend et qu'est-ce qu'il fait? Il mène à la bouche. Diversification menée par l'enfant. On le laisse se dépatouiller. Il va vouloir prendre, mener à la bouche. Pourquoi la bouche? Parce que la bouche, c'est un véritable scanner chez un enfant, et ça le reste chez les adultes. C'est la zone la plus innervée, la plus sensible. Et pourquoi un enfant porte tous les objets à la bouche? C'est pas uniquement parce qu'il a les dents qu'il doit mâchouiller, c'est aussi parce qu'il les analyse avec la forme, la texture, l'odorat, tout. La température, tout y passe, la motricité fine qui se développe en même temps. Donc cette coordination bouche, objet, main n'a pas besoin des yeux. Les yeux, il a vu l'objet, il l'a pris et il l'a mené à la bouche. C'est pas la même chose que si on prend l'objet et qu'on lui met dans la bouche nous-mêmes. Ça, c'est pas bon. C'est lui qui doit faire, donc autonomisation. Et il va décortiquer, il va croquer dedans avec ses gencives, même s'il n'a pas de dents, et il y aura un morceau qui va se décrocher, il va apprendre quoi en faire, il se débrouille, avec la langue, il va plaquer contre le palais, il va morceler, puis il va avaler, il va être surpris, il ne fera jamais de fausse route. Je n'ai jamais eu d'enfant qui faisait de fausse route. Quand on explique bien aux parents, ça ne peut pas arriver, ça n'arrive que si les parents ont fait des initiatives, ont démarré trop tôt, ou s'il y a du bruit. On fait de la DME chez soi, au calme, les portes ne claquent pas, il ne doit pas y avoir un autre enfant qui tourne dans les entourages, il ne doit pas y avoir une télévision allumée ou un téléphone qui sonne, sinon l'enfant va prendre l'objet, l'aliment, puis il va se tourner pour regarder là-bas et il risque d'avaler de travers. C'est pareil pour un adulte. Donc on est au calme et il mange. Et si jamais c'est trop gros pour lui, on ne se précipite pas sur lui affolé en disant « il va faire une fausse ». Non, on lui dit « tu veux que je t'aide à recracher ?» Et on l'aide à recracher. On ressort le morceau, on le remet sur la table et on ne s'occupe plus de lui. Veux-tu une compote? Veux-tu ceci? Veux-tu un fruit en DME? Veux-tu un yaourt? On passe à autre chose. Le repas doit constamment rester un moment de convivialité et il se transforme en repas de guerre parce que parfois les parents se disent « ça c'est bon pour toi, tu dois terminer, d'abord tu manges tes légumes et après tu auras ton dessert ». Là, on est sûr du résultat, on va fabriquer un adulte qui sera instable sur le plan affectif, dans son travail, dans son couple, tout ce qu'on voudra. Et en tant que parent, c'est pas ce qu'on veut, bien sûr. Tout à fait. Et comme dit ma maman, on n'a jamais vu un enfant se laisser mourir de faim, quoi qu'il arrive. Donc, ça n'arrive pas. Est-ce que c'est bien de le féliciter ou est-ce que ça va l'encourager à s'améliorer seulement pour recevoir le bravo? Alors, il faut être très prudent
sur la félicitation. Parce qu'un enfant mange pour s'alimenter et non pas pour être félicité par les parents. Si on rentre dans un système de félicitation, l'enfant ne va pas comprendre et il va faire un lien dévié entre l'aliment et le parent. Et très vite, il va comprendre qu'il y a un lien affectif entre l'aliment qu'on lui présente et le sourire du parent. Et donc, pendant un certain temps, il aura peut-être tendance à manger pour faire plaisir à son parent, et c'est pareil pour tout un tas d'autres activités. Et du coup, inévitablement, à un moment donné, ça va s'inverser parce qu'il comprendra que quand il ne prendra pas cet aliment, qu'il ne fera pas telle et telle chose, il tiendra le parent par la barbichette. Et ça commence à 2 ans, dans la période du non, qu'on connaît bien. Et là, je vois des parents qui montent au plafond, et quand je refais un détricotage des 2 années qui se sont passées, eh ben, on retrouve un peu cette notion de félicitation dans laquelle il vaut mieux éviter d'entrer. Il faut banaliser. L'enfant, il a tout le temps pour découvrir tout un tas d'aliments. Je mets au défi des adultes de manger des huîtres ou du camembert qui pue, ou je ne sais pas, moi je prends autre chose comme exemple de certains fromages ou enfin de la semoule, ou je ne sais pas, il n'y a pas d'exemple qui viennent à l'esprit, mais en tant qu'adulte, il y a des choses qu'on n'aime pas et d'autres qu'on aime bien. Eh bien, l'enfant a des dons pour le goût et pour l'odorat et qui sont très développés. Il faut lui faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui donner que ce qu'il aime. Non, c'est pas ce que je dis. Il doit manger de tout, on lui présente en petite quantité, on fait confiance à sa satiété, comme vous le disiez avant, mais on ne le force pas, et s'il y a un aliment qu'il n'aime pas, c'est pas grave. On lui proposera le lendemain ou 15 jours après. Qui nous préoccupe beaucoup, nous pédiatres, mais les parents, nous avons une augmentation du surpoids, de l'obésité, de la surcharge pondérale qui est importante, qui est liée à beaucoup de choses. Qui est essentiellement génétique la plupart du temps. Il y a des familles où on sait qu'il y a du surpoids et où faire un régime ne sert pas à grand-chose, où après on va reprendre 2 fois plus. Il y a des éléments extérieurs, il y a des perturbateurs endocriniens qui jouent, il y a des maladies rares qui peuvent donner des problèmes de surpoids, d'obésité. En tous les cas, et puis il y a des adaptations environnementales qui ne sont pas toujours bonnes. Je pense aux écrans, aux tablettes, à la télévision, au grignotage, à l'absence des parents, le télétravail. On est présent à la maison et pour avoir la paix pendant qu'on télétravaille, on va donner des chips à son enfant et un smartphone, ça va avec. Et c'est une catastrophe, on le sait. Il faut être extrêmement prudent là-dessus. Ça fait le lit de l'obésité. Mais une fois qu'on a identifié cela, ce dont je voulais parler, c'est que aujourd'hui, dans nos congrès de pédiatrie, on met le point sur le dépistage de l'obésité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les bons conseils à donner aux parents et à l'enfant, mais l'enfant ne les écoute pas la plupart du temps, donc c'est compliqué. Mais en même temps, ce dont nous parlons beaucoup et qui nous intéresse et qui nous préoccupe au plus haut point, c'est le bien-être de l'enfant et qu'il se développe bien sur le plan mental. Et un enfant qui est en surpoids et auquel on n'arrête pas de dire « tu manges trop, c'est pas bon pour toi, tu vas faire du gras ». D'ailleurs, le pédiatre va te le dire. D'ailleurs, on va aller chez le pédiatre, il va te le dire. Il va te le redire. Et encore une fois. Et d'ailleurs, tu vois les courbes. Et c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Eh bien, c'est une catastrophe parce que cet enfant, pendant des années et des années, va entendre qu'il est en surpoids, qu'il est donc anormal. Et donc, ça fera un adulte qui sera avec une perte d'estime de soi et qui sera pas bien dans sa peau. Et aujourd'hui, la tendance, c'est un peu de dire, nous pédiatres, voilà, dès l'instant où vous respectez bien les règles diététiques, de marcher, de faire un peu de sport, de faire boire de l'eau, d'éviter un certain nombre d'aliments, de faire en sorte que certains aliments ne soient pas à la maison, que la pizza, on va le faire 1 fois dans le mois, les pâtes, on ne va pas faire tous les jours, etc. Dès l'instant où ces règles sont assez bien respectées, on va ficher un peu la paix à l'enfant sur son problème du surpoids. On va arrêter de l'embêter là-dessus. Et moi, maintenant, je dis à certains enfants qui ont 7 ou 8 ans, dont je sais que c'est pas la peine, ça va être très compliqué et qu'ils commencent à perdre confiance, eh bien, j'utilise les bons mots en disant, tu sais, tu fais de l'obésité, mais c'est pas grave, ça va appartenir à ta vie. La dimension est différente. Parce qu'il entend le mot obésité. Oui. À 8 ans, on ne le protège pas. Il entend le mot obésité, le mot juste. Et tu sais, il y en a d'autres qui font de l'obésité comme toi.
tu vas voir, tu vas apprendre à gérer ton corps, ton alimentation, pour voir si tu souhaites continuer comme ça. Peut-être que parfois ça te gêne, tu peux en parler, mais en général les enfants n'en parlent jamais. Ils sont très dans leur confort, dans leur obésité, et surtout ceux qui compensent par la nourriture, parce que le problème de l'obésité, c'est que si elle n'est pas liée à la nourriture, si elle est simplement en rapport avec un capital génétique, c'est comme ça, eh bien, pour se calmer et s'apaiser parce qu'il sent qu'il n'est pas comme les autres, il peut tomber dans une hyperphagie, manger, 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 et ça va encore plus accentuer l'obésité. Donc, on doit être vraiment en vigilance là-dessus. Et là aussi, on est dans le sujet de l'autonomisation. On dit les mots, on explique à l'enfant, et tu sais, tu as des choses que toi, tu peux faire. Veux-tu les faire? Et on accompagne l'enfant de cette façon-là. C'est compliqué. Je crois qu'on ne se trompe pas en disant que très certainement, on sera assez étonné par cette tranche d'âge des 6-10 ans actuels, enfin ceux qui ont entre 6 et 10 ans depuis le début de la Covid. Très certainement. D'autant que les mots qu'on utilise sont des mots plus responsables. Le mot « j'apprends à ranger », il est un peu à double sens. J'apprends à ranger ou les parents m'apprennent à ranger ou je range pour faire plaisir aux parents parce que l'enfant, ranger, ça ne lui parle pas. Dans son désordre installé dans sa chambre, aucun enfant ne se perd. L'enfant saura toujours retrouver le livre à l'endroit où il l'a laissé, ou le jouet. Il va aller le chercher. Et ça va l'amuser, parce que avec des objets qui sont mélangés, qui sont mis un peu dans tous les sens, eh bien, il a un ordre là-dedans. Et il lui faut garder cet ordre, désordre, entre guillemets, pour s'y retrouver, se rassurer. Et vous avez des adultes qui ne sont bien que s'il y a un certain désordre chez eux, un désordre organisé. Je m'y retrouve dans mon désordre. C'est structurant aussi. Donc la question est, quel est l'objectif? Avoir une chambre rangée au cordeau pour l'enfant, pour faire plaisir à l'adulte, qui lui est en miroir, fait une projection en miroir et qui ne supporte pas qu'il y ait une miette qui dépasse ou qu'il y ait un livre qui dépasse de la bibliothèque. Et du coup, c'est la névrose de l'adulte qui va se reporter sur l'enfant. Ou est-ce qu'on fait comprendre à l'enfant, tu sais, si tu ranges, si tu mets les objets au bon endroit, peut-être que tu les trouveras plus facilement, mais en même temps, qu'est-ce que tu en penses? Si je viens te voir la nuit, ça évitera que je trébuche par terre ou que je tombe. Ou si toi, tu te lèves pour aller faire pipi, ça évitera que tu tombes. Donc, il y a le côté pratico-pratique, on associe l'enfant et lui va comprendre finalement qu'il y a certaines choses qu'il est bon de ranger, mais d'autres, pas obligatoirement. Et en tout cas, une chose à ne pas faire, c'est ranger la chambre de l'enfant quand il n'est pas là. Il va revenir dans sa chambre et il ne va pas la reconnaître. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Je ne parle pas des ados, hein, ça c'est encore notre sujet. Alors, moi, je dirais que c'est lui qui va céder, céder par lui-même, s'il a une écoute à la maison. La maison, les parents, et même pour un ado, même si l'ado s'oppose à ses parents, il sait que si c'est bienveillant, qu'il y aura toujours une écoute et un réconfort, même s'il y a des zones de tension. Et je crois que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute dans le sens de repérer des signes qui vont alerter les parents. Parce que l'enfant qui a un problème d'image n'en parlera jamais à ses parents, parce que justement, il est complexé et il a honte. Et s'il a honte, il va s'enfermer, il va s'isoler, et après, il peut devenir une proie facile pour d'autres enfants qui seront dominants, voire même des adultes, puisqu'il aura l'impression de plaire à ces adultes, et du coup, ce sera son image qui sera valorisée, et la suite, on l'imagine aisément. Donc, ce qui compte, c'est de repérer, en tant que parent, ce qui ne va pas chez l'enfant, s'il s'isole, s'il a des problèmes de sommeil, s'il mange moins, s'il a un sommeil agité, s'il devient agressif, s'il a une baisse de ses résultats scolaires. Il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à aller voir les enseignants qui peuvent dire « Ah oui, tiens, vous avez remarqué ça? Oui, on a remarqué que comment il est dans la cour, est-ce qu'il est isolé, est-ce qu'il a des copains? On invite les copains à la maison. » Bref, on lui donne des outils au préado ou à l'adolescent, on lui donne des outils pour que lui prenne confiance, qu'il se construise, mais encore une fois, il faut faire attention aux remarques qu'on fait à la maison, la famille en particulier. Il peut y avoir une personne dans la famille qui va lâcher des mots qui ne sont pas bons.
Oui, t'es trop gros, oui, t'es lent, oui, avec ta sœur, c'était plus facile. Et on tombe dans le chantage affectif et l'enfant a honte parce que il se rend compte qu'il ne correspond pas à ce que le monde adulte ou certains adultes voudraient voir de sa part et il va s'enfermer dans une image qui n'est pas bonne. Pour peu qu'il ait un surpoids, qu'il ait des lunettes, qu'il ait des cheveux d'une couleur particulière ou autre, et les enfants ne se ratent pas entre eux, en particulier au collège, et c'était la zone de tous les dangers, et on est très très attentif à ces notions de harcèlement. Oui, j'ai eu. Mais c'est là qu'on voit que les jeunes, les ados qui vont tâter de ça, ça sera juste un petit passage, parce que l'adolescent doit transgresser, et au fond, s'il fume un petit bâton de shit une fois dans sa vie, il ne va pas en mourir, s'il est bien construit. S'il est bien construit, avant, ça veut dire que le travail était fait en amont, il saura par lui-même, ça, c'est pas bon pour moi. Moi, je saurais dire non. Moi, voilà, j'ai tel type de construction. Si par contre, il est trop laissé à lui-même, qu'il ne se sent pas en confiance dans sa propre famille, qu'il va chercher des figures d'attachement à l'extérieur, qu'il va chercher, par exemple, qu'il va y avoir une personne influente, un autre élève qui est peut-être plus âgé que lui, qui va lui avoir une influence sur lui et qui va lui dire bah, t'es même pas cap pour la cigarette. Donc il va fumer pour se donner un genre, pour appartenir au groupe. Et on sait que c'est un grand danger. Eh bien, ceux qui sont fragiles, qui ont une certaine fragilité, pour faire partie d'un groupe, qui ne retrouvent pas à la maison risquent de franchir le pas. Et ça, c'est un vaste sujet. On pourrait faire un webinaire complet là-dessus, où il faut être vraiment dans la vigilance complète vis-à-vis de son enfant. Et si on sent qu'il y a des signes qui laissent supposer qu'il consomme de l'alcool, de la drogue, il rentre plus tard, ses vêtements sentent bizarre, il mange moins, il regarde certains sites, etc., eh bien là, il faut être dans une approche prudente. Et il ne faut pas hésiter non plus là à se faire accompagner par un psychologue ou un professionnel parce que il faut être très prudent, sinon l'ado va se fermer encore plus. Et, on parlait de cette notion de temps et il va vouloir marquer encore plus sa différence en consommant encore plus. Et c'est pas l'objectif.